Bonjour à toutes et à tous. On va lancer ce premier débat de la deuxième journée des Assises européennes du journalisme, dans la petite salle des Assises. Alors le thème du jour, le thème de l'instant, c'est le dessin de presse face aux enjeux du numérique. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Nous avons 3 intervenants en présence et un intervenant en ligne. Je commence par notre intervenant éloigné, c'est Isel Rosenthal, qui est dessinateur de presse. Sa signature de presse, c'est Isel, tout court, et il travaille en Turquie. Il est en connexion depuis Istanbul avec nous. Il dessine notamment pour le quotidien Shalom et d'autres périodiques. Alors, on a un autre dessinateur avec nous, c'est Kak, Patrick Lamassoure de son vrai nom. Et Kak est là à double titre, je dirais. Il est d'abord dessinateur de presse, et il va témoigner de son travail, mais il est surtout aussi président de l'association Cartooning for Peace, qui organise en fait cette table ronde dans le cadre des Assises. Kak travaille notamment pour le quotidien L'Opinion, pour le périodique Le Film Français également. Il préside Cartooning for Peace depuis 2019, si je ne m'abuse. Voilà, c'est bien juste. Avec nous également Marie Arena, députée européenne, présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, et à ce titre très intéressée par toutes les questions qui touchent qui touchent à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Elle est intervenue à de multiples reprises sur le sujet. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et enfin Audrey Adam, qui est avocate spécialisée dans le droit des médias. Elle exerce à Namur, je pense, voilà. Et elle pourra apporter son éclairage, je dirais, un peu plus juridique. Alors je vais vous expliquer en quelques mots comment on va procéder avec nos 4 intervenants. Je pense que d'abord je vais essayer de vous faire un petit point de la situation sur base de la documentation, sur base du travail qu'effectue l'association Cartooning for Peace pour défendre le statut et la liberté des dessinateurs de presse à travers le monde. Vous donner quelques tendances, quelques chiffres qui illustrent en quelque sorte, qui vont poser le débat. On fera ensuite un premier tour de table en donnant d'abord la parole aux dessinateurs de presse sur le constat, leur réalité quotidienne, leurs témoignages, et on fera réagir Marie et Audrey sur ces témoignages. Puis on aura un deuxième tour de table sur les pistes de solutions. Alors, y en a-t-il d'abord, juste avant le débat, je discutais avec Isel qui me disait moi j'en vois pas en tout cas. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce qu'il y a quand même des solutions? On en discutera avec Kak, avec Isel et Marie et Audrey. Alors pour poser le débat, quelques chiffres ou d'abord rappeler qu'on parle ici de l'interaction quelque part un peu nouvelle entre le dessin de presse et le numérique. Le dessin de presse traditionnellement s'exprimait sur support papier, puis il y a eu la révolution numérique et on est passé de l'univers papier à l'univers digital. Et ça suppose une plus grande diffusion, une plus large diffusion des dessins de presse, qui touche un public beaucoup plus large, public mondial, alors qu'avant on était limité au public de l'audience du média pour lequel on travaillait, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays, d'une ville, parfois, si on travaillait dans la presse locale. Donc cette explosion, on va dire, de la diffusion, de l'audience, cette possibilité pour les dessinateurs de presse de toucher de nouveaux publics est à la fois une opportunité mais aussi un risque, parce que nouveau public suppose aussi nouvelle façon de penser ou nouvelle confrontation avec d'autres façons de penser en tout cas. Et ça peut créer, et ça crée, un phénomène de menace parfois, voire de censure, voire d'autocensure. Donc le dessinateur se dit d'accord, mon dessin, il est peut-être tolérable ou acceptable en Europe, mais dans le contexte de tel ou tel pays ou de telle ou telle culture, il ne va pas être accepté, donc je vais m'autocensurer. C'est de ça qu'on va discuter. On va discuter du constat. Qu'est-ce que ça pose comme problème aux dessinateurs? On va
discuter des solutions. Et notamment face aux nouvelles menaces qui frappent les dessinateurs de presse, quelles sont les solutions juridiques, comment mieux les protéger, dans un contexte d'ailleurs où les lois sont parfois utilisées contre les dessinateurs de presse. Cartooning for Peace a documenté la manière dont certaines lois, comme la loi sur la cybercriminalité au Bangladesh, les lois contre les fake news en Turquie ou en Tunisie, les lois sur le maintien de l'ordre public, les lois antiterroristes, sont parfois utilisées pour poursuivre, pour réprimer les dessinateurs de presse. Je voudrais juste synthétiser en nommant, en désignant les grandes catégories de menaces qui ont été documentées par Cartooning for Peace à travers son travail de soutien aux dessinateurs de presse. D'abord, il y a tout ce qui ressort, je dirais, de l'insulte. Donc le trolling, le harcèlement en ligne, mais qui a parfois des conséquences directes. On a eu, Cartooning for Peace a documenté des cas de démission de dessinateurs de presse, voire de licenciement suite à des campagnes de harcèlement en ligne. Ensuite, il y a les menaces de violence, voire les menaces de mort. Là aussi, il y a des exemples malheureux, mais ils existent. Des cas d'arrestation arbitraire par les autorités, donc on se sert en quelque sorte du prétexte d'un scandale créé par un dessin pour mettre en détention le dessinateur de presse. J'allais dire le journaliste, parce que pour nous, j'ai oublié de me présenter, Ricardo Gutiérrez, je suis le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Pour nous, les dessinateurs de presse sont pleinement journalistes. Ils jouent un rôle de journaliste en produisant des pièces qui relèvent essentiellement de l'opinion, mais c'est ce que fait un journaliste quand il écrit un éditorial aussi. Et donc voilà, nous ne faisons aucune différence, nous, à la Fédération européenne des journalistes, qui est l'organisation représentative des journalistes à l'échelle européenne, entre un journaliste et un dessinateur de presse. Pour nous, ils sont pleinement journalistes. Autre risque identifié par Cartooning for Peace, les poursuites judiciaires, les violences physiques, la mort parfois. Je rappelle Charlie Hebdo, en France, on a tué des dessinateurs de presse pour leur travail, parce qu'ils effectuaient ce travail. L'exil aussi, Cartooning for Peace a identifié, documenté des cas d'exil forcé, donc pas volontaire, donc des journalistes, des dessinateurs de presse qui sont contraints de s'exiler, notamment en quittant Cuba ou le Nicaragua. Ce sont des exemples que Cartooning for Peace a documentés. Un chiffre 120. Donc sur l'ensemble de ces catégories de menaces, Cartooning for Peace a documenté depuis 2020 120 cas, 120 alertes ont été postées par Cartooning for Peace dans le cadre de son travail de monitoring, en mauvais français, de ces menaces qui pèsent sur les dessinateurs de presse. Alors, un dernier élément pour situer le débat. Cartooning for Peace cherche aussi à comprendre la situation. Elle a mené une enquête auprès des dessinateurs de presse en 2019, je pense. 70-70 dessinateurs de presse interrogés sur quels étaient pour eux les plus grands dangers de leur profession et quelles étaient pour eux leurs premières demandes vis-à-vis des autorités publiques, vis-à-vis des autorités policières ou judiciaires ou vis-à-vis des organisations de défense de la profession. Alors, dans les plus grandes menaces, il y a d'abord le politiquement correct, donc le risque de choquer quelque part une partie de la population. Deuxième menace, l'autoritarisme, donc les régimes autoritaires ou populistes qui imposent une censure. Troisièmement, les insultes, les menaces, on en a parlé tout à l'heure. Quatrièmement, les cyberattaques. Ils sont parfois eux-mêmes victimes de cyberattaques quand ils ont un site internet, quand ils diffusent des dessins sur internet. Cinquième menace, c'est intéressant, la crise économique du secteur des médias, qui fait que les médias ont moins de moyens et parfois licencient ou sous-payent, ne payent pas à leur juste prix la production éditoriale des dessinateurs de presse. Autre menace évoquée par les dessinateurs, la défiance du public. La défiance du public à l'égard de la presse, et donc indirectement, le dessinateur de presse qui fait partie de la rédaction, eh bien, il souffre de cette défiance lui aussi. Intéressant aussi, une menace identifiée, la perte d'indépendance des médias. Si un média est moins indépendant, évidemment,
ça a une répercussion sur le travail non seulement des journalistes, mais du dessinateur de presse qui se sentira, ne serait-ce que par réflexe d'autocensure, plus encadré, moins libre de dessiner comme il l'entend. Et enfin, les licenciements abusifs. Hein, donc voilà, ça fait de nouveau, ça évoque de nouveau la crise du secteur, surtout dans la presse écrite. Les besoins, c'était un autre volet de l'enquête menée par Cartooning for Peace auprès de ces 70 dessinateurs. De quoi auriez-vous besoin? Et c'est précisément les choses dont on va discuter tout à l'heure, lors du deuxième tour de table. D'abord, renforcer l'aide juridique dont ces dessinateurs de presse peuvent disposer. Bénéficier du soutien des associations, et là, Cartooning for Peace est là pour ça, mais il y a aussi évidemment les associations et les syndicats de journalistes, hein, dont certains dessinateurs font partie. Soutien psychologique aussi qui est demandé, c'est intéressant, qui est une demande de soutien psychologique. L'échange de bonnes pratiques entre dessinateurs, et là aussi, Cartooning for Peace a un grand rôle de diffusion des bonnes pratiques, comment résister finalement à toutes ces attaques. Une promotion de la déontologie aussi. Il est important d'être armé comme dessinateur déontologiquement pour savoir si on est dans le bon, dans le juste, dans l'inattaquable, puisque l'éthique professionnelle, c'est différent du droit. On peut être, il y a le contexte juridique, mais il y a aussi le contexte éthique qui est important. Et enfin, des besoins exprimés en termes d'exil, de soutien à l'exil, donc pour dire que la situation est grave si dans la profession on voit des dessinateurs dire moi, il faudrait quand même qu'on m'aide à quitter ce pays où je vis, où je travaille. Donc ça illustre la gravité de la situation. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que c'était important de voilà, donner des bases. Et je remercie vraiment Cartooning for Peace qui fait un travail de documentation, mais aussi de réflexion important sur la question. Et je propose qu'on passe tout de suite au premier tour de table, peut-être sur les constats. Donc comment vous vivez ça, vous, dans la profession CAC, on aura Isel ensuite à distance, et Audrey et Marie qui réagiront. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Isel, qui est loin de nous mais qui nous entend très bien, et que vous allez voir apparaître à l'écran. Le voici, mon confrère dessinateur de presse en Turquie. Merci d'être venu de bon matin, des potrons minés, pour nous écouter. Alors, vous avez peut-être vu récemment, dans le domaine qui nous préoccupe tous, de l'écologie, que 70% des vertébrés, des populations des vertébrés ont disparu les 50 dernières années. Donc, je pense que nous allons discuter de ce matin, de savoir si les dessinateurs de presse vont s'ajouter à cette liste dans les années qui arrivent. Un petit mot d'introduction, vous avez beaucoup entendu parler, donc je ne vais pas vous refaire l'exposé de Cartooning for Peace, juste pour vous dire que c'est une association internationale basée à Paris, créée par Jean Plantu en 2006, à la suite de la publication des caricatures dites du prophète, qui avait causé un grand émoi, je résume vraiment, un grand émoi diplomatique, populaire, et même des émeutes dans le monde, qui avait donné lieu à une grande conférence sur le vivre ensemble, comprendre les cultures mutuelles, à l'ONU, sous l'égide de Kofi Annan, à l'époque secrétaire général de l'ONU. Et c'est comme à partir de tout ça que Plantu, en dialogue avec Kofi Annan à l'époque, avait eu l'idée de créer une association dans le but de faire de la pédagogie autour du dessin de presse, d'abord pour mieux le comprendre, apprendre à le décrypter. C'est une forme de langage spécifique, le dessin de presse. Il y a des clés qu'il faut avoir, qui sont souvent liées aux cultures locales d'ailleurs, pour arriver à le décrypter, à le comprendre, donc l'expliquer, le montrer, le promouvoir, faire aussi de la pédagogie dans les lieux d'enseignement, écoles, lycées, collèges, mais aussi les lieux de détention, à partir du dessin de presse, pédagogie sur la liberté d'expression, le dialogue, et plus largement, dans notre cas, les droits de l'homme. Et puis enfin, troisième aspect dont on va beaucoup parler ce matin, accompagner, protéger quand on peut, les dessinateurs de presse, dessinatrices de presse menacés de par le monde, y compris parfois très près de chez nous, ça peut arriver, même si les cas les plus graves et les plus préoccupants, pour l'instant, sont plutôt en dehors des frontières de l'Europe. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est que Cartooning for Peace. Et pour ma part, donc, je suis dessinateur de presse en France, pour l'Opinion, comme on l'a dit, qui est un quotidien français, et président de Cartooning for Peace depuis 3 ans. Alors, le numérique, c'est notre thème ce matin, le dessinateur de presse face au monde du numérique. Alors d'abord, comme je veux juste situer qu'est-ce qu'on appelle un dessinateur ou une dessinatrice de presse. Vous me pardonnerez si je dis dessinateur, ça va être le résumé. Encore une fois, le masculin va l'emporter, je suis désolé. Le dessinateur de presse, c'est pour nous
parce que vous entendez beaucoup de mots caricaturistes, dessinateurs d'actualité, etc. C'est vraiment un dessinateur qui parle d'actualité, l'actualité pouvant être très spécifique, très ponctuelle, quelque chose qui s'est passé cette semaine, ou un peu plus large, la guerre en général, les phénomènes de société, l'égalité femmes-hommes, les droits des LGBT, etc., qui puis est publié dans la presse. Donc c'est un dessinateur de presse. Par opposition à un street artiste, par opposition à quelqu'un qui va s'exprimer plutôt sous forme d'art pictural, exposé dans des galeries, dans des musées, etc. Donc le dessinateur de presse est évidemment directement lié à la presse, avec une petite nuance sur laquelle je reviendrai, que dans le monde d'avant, le monde analogique, le monde de la presse papier, donc quand je dis presse, là je parle de presse papier, on voit peu de dessins de presse en radio pour des raisons évidentes, et ça arrive en télévision, il y a quelques émissions qui nous invitent, mais notre support, notre maître, notre employeur, c'est la presse papier. Depuis l'avènement du numérique, vous avez aussi la situation, la possibilité, je vais y revenir encore une fois, de dessinateurs, dessinatrices qui non seulement sont publiés dans la presse à proprement parler, papier ou numérique, il y a parfois quelques pure players, des journaux qui n'existent que sur le web, mais qui, en plus de ça, par ailleurs, ça peut être mon cas ponctuellement, mais c'est le cas de beaucoup de mes confrères, pour s'occuper, parce qu'ils ne dessinent pas tout le temps pour la presse, publient aussi directement des dessins, et on va voir, ça n'est pas du tout anecdotique comme situation, et c'est vraiment l'apparition du numérique qui a créé ce nouveau mode d'existence vis-à-vis du public. Donc le dessinateur de presse, maintenant qu'on a posé ces quelques éléments de définition, face au monde du numérique, je dirais pour ma part, j'ai entendu la liste des préoccupations de mes confrères, effectivement, qui ressort de notre étude. Je dirais que pour ma part, pour moi, le premier choc que subit le dessinateur de presse avec l'arrivée du monde numérique, c'est le bouleversement du business model, du modèle économique de la presse en général. Puisque, donc, je viens de le dire, nous vivons parce que nous sommes payés par la presse écrite. Le jour où la presse écrite ne nous achète plus de dessins, il n'y a plus de dessinateurs de presse. Il y a toujours des dessinateurs, on fera ce qu'on veut sur les réseaux, mais on n'est plus dessinateurs de presse. Et évidemment, vous l'avez compris, je ne vous fais pas un exposé, ce n'est pas notre sujet ce matin, mais c'est directement lié à l'arrivée du numérique, bouleversement total de la relation du public à ce qu'on appelle l'information, qui auparavant était une sorte de monopole de fait dans la pratique, pas un monopole forcément économique, mais un monopole dans la pratique. L'information, c'était la presse, le cinquième pouvoir, ceux qui allaient parfois dans le sens, parfois contre les pouvoirs établis, les grands pouvoirs exécutifs, judiciaires et compagnie. Le cinquième pouvoir, la presse, qui informait directement le public. Arrivée du numérique, bouleversement total. Il y a maintenant beaucoup de gens qui vous et nous informent, et qui ne sont pas forcément du tout professionnels de la presse. Ça bouleverse le système économique, et évidemment, à partir du moment où notre employeur a du mal à trouver comment il va gagner sa vie pour sortir son journal, nous sommes impactés. Ça ne veut pas dire qu'on est les premiers à dégager, mais enfin, on est directement impactés par le fait qu'il y a moins d'argent dans le secteur de la presse, et que quand il y a des coupes, les dessinateurs de presse en font aussi partie, partiellement ou totalement. Ça, je dirais que c'est le premier impact. Le deuxième, et là on est pour moi sur le cœur du sujet, c'est évidemment la confrontation directe avec le public. Auparavant, et je le dis particulièrement aux plus jeunes d'entre vous qui sont dans cette salle, dans le monde que vous n'avez pas connu, où il n'y avait pas de numérique, et ça ne remonte pas si loin que ça. Pour vous, ça peut paraître le Moyen-Âge, mais en fait, pour nous, on l'a vécu, c'était vraiment il n'y a pas très longtemps, ça s'est passé très très vite. Dans ce monde-là, notre public, on était rarement confronté directement, alors à moins de venir dans des manifestations comme ça, mais en gros, le dessin paraissait dans la presse papier. Donc déjà, vous avez, entre le moment où il paraît et le moment où vous l'avez fait, il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé. Puis il arrive chez le lecteur, la lectrice, s'il n'est pas content, ou il est content d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il prenait un papier, un stylo, et il écrivait au journal. Alors pardon, c'est vraiment histoire de vieux con, mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'abord, 1, de délai, et 2, de nombre de sollicitations ? Évidemment, s'il faut que vous alliez prendre un papier, une feuille, écrire, un timbre, machin, aller à la boîte aux lettres, là, grosso modo, sur l'ensemble des gens mécontents, il y en avait probablement 1 pour 1000 qui faisaient l'effort de faire un courrier des lecteurs. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et donc, évidemment, non seulement décalage temps, et en plus le fait qu'on était exposé finalement uniquement aux gens les plus remontés, qui avaient vraiment fait l'effort de faire tout ça. Souvent, ils avaient dû écrire, donc en plus, le temps qu'ils écrivent, le temps qu'ils formulent leurs pensées, tout ça se calmait doucement, et on pouvait répondre, échanger, voilà. Dans un monde plus lent. Je ne sais pas si lenteur et civilisation vont bien ensemble, enfin en tout cas qui me semblait, moi, assez civilisé. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes en contact direct. Alors, je ne veux pas tout peindre en noir, parce qu'évidemment,
il y a des opportunités incroyables offertes par le monde numérique. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que, y compris pour les journaux d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de paradoxe. Quand je dis que le business model des journaux est bousculé, il aurait dû au contraire exploser. À partir du moment où un journal qui était limité par la distribution physique, de porter le papier jusqu'à chez l'abonné, jusqu'au kiosque, à partir du moment où le journal n'est plus limité, puisque finalement, dans tous les pays qui parlent sa langue, dans la langue dans laquelle il écrit ses articles, il peut être diffusé sur le numérique, ça aurait dû être une explosion du chiffre d'affaires. Évidemment, vous avez suivi, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. On est même plutôt en récession. Mais cette opportunité est aussi vraie pour le dessinateur de presse, c'est-à-dire qu'effectivement, son travail, qui auparavant était donc strictement limité au lecteur du journal, lecteur assidu ou occasionnel, tout d'un coup, son travail se retrouve potentiellement exposé au regard planétaire. C'est même pas national, c'est carrément planétaire. Avec donc cette opportunité incroyable d'ouverture du public, y compris, et c'est pour ça que certains de mes confrères et moi-même de temps en temps publions directement des dessins sans passer par un journal. On a envie de montrer ce dessin, on le publie, on le dessine, on l'expose. Donc cette opportunité incroyable, mais aussi le fait que tout d'un coup vous allez toucher un public, on l'a particulièrement vu dans l'histoire, j'en parlais tout à l'heure, de la façon dont se sont répandues les caricatures du prophète en 2005 dans le monde. Vous allez y compris toucher un public auquel vous ne vous adressiez pas au départ en faisant votre dessin. On ne fait pas un dessin universel pour les 8 milliards d'habitants de la planète. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous faites un dessin pour un public, surtout quand vous travaillez pour un média, pour un public qui est le lecteur, parfois un petit peu plus large, le lecteur, les lecteurs de votre publication. Et donc là, tout d'un coup, vous êtes exposé, y compris à un public qui n'est pas votre public de départ. Et puis après, l'autre élément, donc la largeur de la diffusion, opportunité et risque, et l'autre élément, la vitesse. C'est-à-dire qu'auparavant, je vous ai expliqué le petit calendrier du monde analogique. Maintenant, dans le monde numérique, j'entends une actualité. D'abord, je l'entends beaucoup plus vite. Je n'ai pas besoin d'attendre que le journal arrive chez moi. Bam, je l'ai sur les réseaux sociaux. J'ai même une alerte pendant que je vous parle. France Info, il s'est passé ci, etc. En tant que dessinateur, si jamais j'ai une idée, je peux tout de suite faire mon dessin, immédiatement. Peut-être même pendant que je vous parle, je pourrais dessiner sur ma tablette et boum, le poster. Ça peut se passer en 10 minutes. Alors qu'auparavant, il y avait bien une semaine. Bon, pour les quotidiens, ça allait plus vite, 24 heures. Mais il y avait un petit peu de temps qui s'écoulait. Donc immédiateté de la production, immédiateté de la réaction. Vous êtes confronté directement au public que vous allez toucher au moment où vous faites votre post. Et donc, pour le dessinateur de presse, ça a des conséquences qui sont à la fois magiques, l'immédiateté, ce qui est très pertinent en matière d'actualité, et moins magique, la confrontation directe avec une partie du public auquel vous ne vous adressiez pas et qui réagit mal. Bon, il y a des gens qui réagissent bien, mais il y a beaucoup de gens qui réagissent mal. Et vous êtes face à lui en direct. C'est-à-dire que vous devenez un individu, là où auparavant il y avait une publication, et on écrivait au journal pour se plaindre du dessinateur. Là, vous êtes l'individu directement sur le réseau social, c'est lui qu'on cible, et cet individu est face à la meute. Alors, il se peut que si c'est un dessin qui a été publié dans le cadre du journal et qui circule sur les réseaux, il se peut que le journal accompagne le dessinateur ou la dessinatrice quand il y a une polémique, mais très souvent, vous êtes seul face à la meute. Il y a à la fois le poids psychologique de ces attaques, on en a parlé, on y reviendra, parfois très violentes, la charge mentale que ça représente d'avoir à gérer tout ça en même temps que son travail, et puis par ailleurs, toutes les problématiques juridiques, de droit. Est-ce que vous êtes allé trop loin avec votre dessin si vous l'avez publié tout seul? Il n'y a pas de filtre. Quand vous publiez en direct, il n'y a pas un rédac-chef qui vous dit « Attention là, l'utilisation de la marque, la façon dont tu t'attaques à cette personne, au niveau vie privée, c'est pas terrible ». Tout d'un coup, en tant que dessinateur, quand vous publiez en direct, il faut avoir des notions de droit, il faut avoir des notions jusqu'où vous pouvez aller, il faut connaître, la liberté d'expression est encadrée, il y a des lois dans tous les pays du monde. Et donc vous avez toute cette nouveauté, et le dessinateur, très souvent désarmé par rapport à toutes ces situations. Donc pour m'arrêter là, pour ne pas être trop long, je l'ai déjà été dans cette première partie, ça provoque effectivement, depuis qu'on suit ces cas de dessinateurs menacés partout dans le monde, ça provoque une hausse du nombre de cas, qui n'est pas uniquement le fait, et je m'arrête là, on y reviendra, qui n'est pas uniquement le fait de ce public, de cette partie, cette frange du public, parfois sincère, parfois instrumentalisé, qui décide de s'en prendre au dessinateur, mais qui est aussi très souvent le fait, et c'est connecté au monde numérique, parce que ça se passe souvent d'abord sur le numérique, le fait, dans de nombreux pays, du pouvoir en place, du gouvernement, parfois de la police, parfois de la justice même, qui vont décider de s'en prendre au dessinateur pour essayer de le museler. Alors c'est moins le cas de notre côté de l'Europe, mais ça arrive dans beaucoup de pays dans le monde. Et ce nombre de cas se multiplie, et on est de plus en plus confronté à Cartooning for Peace, à des dessinateurs et des dessinatrices qui nous appellent à l'aide un peu partout dans le monde. Merci CAC, merci donc deux menaces principales pour vous, la crise du secteur, de la presse, presse écrite, et cette confrontation, ce choc avec un public auquel a priori on ne s'adresse pas forcément, mais qui par le biais des réseaux sociaux
reçoit le message du dessinateur. Alors avec Isel, je pense que on va entrer dans un autre contexte, parce que là, Isel, il travaille depuis la Turquie. La Turquie est un pays plus répressif en termes de liberté de la presse, hein, un pays où on a encore des journalistes en prison pour avoir effectué leur métier. Il y a quelques années, on était à 120 journalistes en prison. Là, il en reste une trentaine. Pas parce qu'on a été gentil avec eux, mais simplement parce qu'ils sont arrivés en bout de peine, quoi. On les a libérés après qu'ils aient, je dirais, exécuté leur peine. Donc Isel, dans ce contexte plus répressif, comment vit-on comme dessinateur de presse? Oui, alors, bonjour tout le monde, d'abord, bonjour, et bon baiser d'Istanbul. J'espère qu'il fait beau à Bruxelles. Ici, nous avons un temps gris, mais le gris a ses tons aussi. Et c'est fantastique d'être avec vous à Bruxelles. Et moi, je voudrais vous parler un peu des petits problèmes que nous avons, des tout petits problèmes sur le dessin de presse. Je travaille pour un petit journal judaïque, Shalom, d'ailleurs, comme vous l'avez précisé. Et donc, ça fait une trentaine d'années, même plus, que je dessine sur la une de ce journal. Je dessine la politique. Et bon, jusqu'alors, je n'ai pas eu de problème, vraiment, grâce à Dieu, parce que je ne dessine pas tout. Par exemple, ça fait 2 ans ou bien 3 ans que je ne dessine pas le président Erdogan. Même quand je veux le dessiner, je le dessine derrière, voilà, sans montrer son visage. Comme ça, c'est plus simple et plus sain, plus soft. Sinon, d'ailleurs, mon éditeur n'accepte pas le dessin. Ce n'est pas l'autocensure. C'est tout à fait autre chose. Et je voudrais vous parler de quelques problèmes que nous avons. D'ailleurs, vous avez vu le dessin de Zehra tout à l'heure, affiché à l'écran. C'est un dessin assez marrant, un dessin, je ne crois pas, même Zehra elle-même, elle avait été choquée en se voyant accusée d'avoir fait ce dessin. Et même la police qui l'emmenait au tribunal était en train de rire pendant que, quand ils ont vu le dessin. Elle n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Elle n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a été accusée d'obscénité et son procès sera mené au mois de février. Bon, j'espère qu'elle sera quand même acquittée. Un autre problème dont je voudrais vous en parler, c'est un problème que j'ai vécu moi-même avec 10 dessinateurs de presse internationaux que j'avais invités pour un festival d'humour qui se passait à Izmir. Ça fait déjà 1 an, même plus, 2 ans. Le festival s'intitulait L'humour et l'antidote des mensonges politiques. Donc c'était un festival de quelques jours et on avait envisagé que j'interviewe certains dessinateurs de presse. Donc la plus grande partie était membre de Cartooning for Peace. Et ce serait une séance de 2 heures avec 10 dessinateurs d'environ 5 continents, du Japon, de l'Afrique, d'Europe bien sûr, des États-Unis. Eh bien, quand on a annoncé, quand la municipalité d'Izmir a annoncé le programme, une campagne soudain contre certains dessinateurs une campagne comment disons j'arrive pas à trouver mes mots de temps en temps, j'ai pas la pratique du français, excusez-moi. Une campagne de dénigrement peut-être, ou de... Une campagne de diffamation, disons, voilà. A débuté, surtout pour 2 dessinateurs, Kishka et Plantu. Et cette campagne
qui a commencé dans un journal, dans un quotidien. Vous voyez ici maintenant les manchettes, les unes de ces journaux. Donc, ils ont commencé à attaquer les dessinateurs de Cartooning for Peace, disant que ce sont des dessinateurs de Charlie Hebdo qui sont contre notre prophète Mohammed. Et puis, aussi, ce sont les ennemis d'Islam et tout ça. Et cette campagne a duré pendant 10 jours. Et bien sûr, ça a été sur les médias sociaux. Et elle a continué en croissance. À la fin, le procureur d'Izmir et même le gouverneur d'Izmir ont commencé à menacer les organisateurs du festival. Et finalement, ils sont venus me demander, moi j'étais le modérateur de cette séance, et ils sont venus me demander, me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas annuler 2 dessinateurs, l'interview de 2 dessinateurs. C'était quelque chose inacceptable, donc finalement, ils m'ont demandé de retirer le show. Je n'ai pas accepté. Ils m'ont dit d'écrire 2 paroles que on pourrait annuler ou bien laisser tomber pour l'instant parce que à cause de la situation très sérieuse, très grave du pays. Mais la campagne continuait toujours sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a finalement dû qu'on annule cette séance du festival. Donc, la censure des interviews à Izmir, juste au début de la pandémie, là où les gens ne pouvaient pas sortir, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que tout le monde parlait, les 10 dessinateurs que j'avais interviewés parlaient tous de leurs problèmes dans leur pays, de la censure ou bien des droits, des problèmes des dessinateurs et tout ça. Comme ça, on pourrait comparer ce qui se passe avec la Turquie et les différents continents. Un autre cas, c'est le cas de Seyfi Şahin. C'est un dessinateur qui faisait partie d'un magazine qui s'appelait Gırgır. Gırgır, c'est un des plus vieux, un des plus anciens magazines de Turquie. Il a débuté en 1970. Juste après le coup d'État, et moi j'ai vécu déjà chaque 10 ans un coup d'État, c'est normal, mais chaque fois que Gırgır a augmenté son tirage, c'était le temps des coups d'État, 1970, 1980, 1990. Donc, Gırgır, et surtout dans les années 80, il avait déjà 300 000 de tirage, ce qui est pas mal pour un dessin, pour un magazine humoristique. Et bien, en 2017, il continuait, ce magazine continuait à faire l'opposition au gouvernement d'Erdogan, bien sûr. Et soudain, un dessin que vous voyez ici, dessin, c'était le dernier numéro de Gırgır, parce que le dessinateur Seyfi Şahin a été accusé d'insulte au prophète des Juifs, au prophète Moïse. Oui. Et donc, vous voyez ici, c'est drôle, hein? Au-dessus, il y a le dessin, le même dessin, avec la figure de Moïse qui est censurée. Et en dessous, il y a le dessin qui n'est pas censuré, mais les mots sont censurés. Le mot fak surtout, en turc, qui est censuré. Donc, ça, c'est au-dessus, c'est la presse d'Erdogan. En dessous, c'est la presse de l'opposition, plutôt, je dirais. Et tout ça, et maintenant, Seyfi Şahin, il a été ah,
il a eu un problème avec son procès. Et il risque 15 mois de prison, toujours. Il n'a pas été encore en prison, mais il risque toujours cet emprisonnement. Voilà. Et il ne dessine plus. Il ne dessine plus. Un autre problème, c'est celui de Köksal Çiftçi, qui est un dessinateur aussi, un ancien dessinateur dans la presse turque. Il gérait un blog qui s'appelait les dessins de gros titres. C'est-à-dire, chaque jour, il présentait certains dessins qui étaient sur la presse ou bien sur les réseaux sociaux. Il les collectait et il les montait sur son blog. Et il les partageait aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, etc. Köksal, lui aussi, il a été poursuivi plusieurs fois pour insulte au chef d'État, bien que toutes ces poursuites n'ont jamais été abouties. Mais aujourd'hui même, dès qu'il essaie de publier son blog ou bien ses dessins sur Facebook, son compte se ferme immédiatement. Je voudrais vous parler d'un autre dessinateur, un collègue à moi, qui lui aussi dessine pour le journal Shalom. Il fait des bandes dessinées, surtout sur la société des minorités en Turquie, mais il aime aussi dessiner de temps en temps, faire des dessins politiques qu'il publie ou bien qu'il distribue sur des réseaux sociaux. En 2015, donc ça fait déjà 7 ans, il a partagé sur Facebook un dessin. Est-ce qu'on peut le voir, le dessin? Oui. Oui, on le voit. Oui, vous le voyez, bon. Alors, il y avait un ancien procureur qui faisait partie du mouvement FETÖ, de l'organisation terroriste FETÖ, et qui s'était réfugié en Arménie. Donc, il vient à dessiner cette fois-ci Erdogan avec son épouse et lui demandant est-ce qu'un jour, dans le futur, il faudra que tu décides où partir, au Qatar ou bien en Arménie. Ce dessin a été repris par Köksal dans son blog et il a immédiatement été adapté aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui a mis le rédacteur en chef de mon journal, de notre journal, Shalom, en fureur. Et il a reproché à Irvine de ne plus dessiner sur les réseaux sociaux, surtout la politique. Depuis lors, d'ailleurs, Irvine ne dessine plus, ne fait plus de dessins politiques. Il ne fait que sa bande dessinée sur la vie sociale de notre petite communauté. Mais Isel, je me permets de t'interrompre parce qu'il nous reste 25 minutes. Je sais que tu avais prévu de nous montrer encore deux autres dessins, et c'est tout à ton honneur d'ailleurs de mettre en évidence le travail de tes confrères et les problèmes de censure qu'ils vivent. Je pense que on l'aura compris dans l'audience, c'est surtout ça qui règne en Turquie, c'est la censure et l'autocensure par ce climat extrêmement polarisé. Même dans des villes très libérales comme Izmir, on n'est pas en capacité d'organiser un festival de caricature sans subir donc des campagnes de diffamation, des campagnes de harcèlement. Je me permets de passer la parole. Alors, je change un peu le programme, parce que comme il nous reste 25 minutes, j'avais annoncé 2 tours de table, un sur le constat, un sur les solutions. Je pense qu'on a une vision très claire des constats maintenant, à travers ce que Kak et Isel nous ont expliqué, nous ont témoigné, et je pense qu'on va passer directement aux pistes de solutions, avec des réactions sur les constats, avec Marie Arena, donc députée européenne, et Audrey Adam, avocate. Alors, laquelle des deux se lance en premier, hein, je vous laisse... voilà, Audrey. Voilà, merci. Mais la piste de solution, elle est simple, et parfois sont les plus grands principes les plus évidents qui nous échappent, mais qu'il est très bon de rappeler. Et le principe essentiel, la piste de solution essentielle ici, c'est le droit à la liberté d'expression. Ceux qui suivent mon cours vont se dire « Oh là là, elle revient encore avec ça, celle-là ».
Mais effectivement, donc, le droit à la liberté d'expression, il vaut pour tout le monde, il vaut quel que soit le type de message qui est exprimé, et il vaut également quel que soit le canal de diffusion qui est choisi. Donc, que ce soit en ligne, que ce soit un dessin de presse, le régime sera absolument le même. Alors, bien évidemment, il y a une limite à ça. Et alors, aussi, peut-être d'abord préciser que ce droit à la liberté d'expression, il est notamment consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe. Donc, c'est bien plus large que l'Union européenne. La Turquie, par exemple, fait partie du Conseil de l'Europe et doit appliquer le droit à la liberté d'expression. Donc les limites, pour moi, elles sont très très claires. Parfois, on tergiverse là-dessus, mais c'est le discours de haine et de violence. Voilà, il n'y a pas à tergiverser sur ce point-là. Et pour le reste, pour tout ce qui entre dans des catégories vraiment compliquées, eh bien, il y a les limites, mais qui sont clairement définies par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette Convention européenne des droits de l'homme. L'avantage que nous offre ce droit à la liberté d'expression, c'est de prendre en compte le contexte. Et je pense que c'est particulièrement important pour le dessin de presse, parce qu'on ne va pas utiliser le dessin de presse en regardant uniquement, comme on me donnait un exemple tout à l'heure, est-ce qu'il y a par exemple une personne juive qui figure sur le dessin, et donc ce serait automatiquement de l'antisémitisme. Non, il va falloir, dans le cadre de ce respect de la liberté d'expression, examiner le contexte, qu'est-ce qu'il en est. J'ai un arrêt qui a été prononcé assez récemment, c'était encore en juin de cette année, pour vous donner un exemple et pour que vous puissiez bien situer. Donc c'est un opposant politique au Portugal qui tient un blog. Sur son blog, pour critiquer la gestion de la commune en parfait opposant politique qu'il est, eh bien, il va publier différentes caricatures qui étaient publiées par ailleurs dans un journal. Une des personnes qui est caricaturée et qui fait partie de la majorité de la commune n'est pas contente par rapport à ce blog et par rapport aux caricatures. Elle était caricaturée en tant que truie, donc le poisson, hein. Elle estimait que cette truie, on lui avait donné des attributs sensuels. Voilà, je ne sais pas comment il a fait. Une truite, oui, pardon, une truite, j'ai oublié le T. Une truite dotée d'attributs sensuels qui entretiendrait en fait une relation avec le maire qui, lui, était représenté par un âne. Alors, cet opposant politique, il a été condamné au Portugal, pénalement, à une amende de 1 800 €, plus à des dommages et intérêts vis-à-vis de la personne qui était caricaturée. Alors, la Cour va dire, en fait, le Portugal n'a pas bien analysé le contexte. Ce n'est pas une truite qui est dotée d'atours sensuels. Le contexte n'est pas bon. Les caricatures, elles ont été publiées dans un journal et ce journal ne mettait absolument pas ces éléments-là en avant. Il critiquait tout simplement la gestion de la commune par le biais de ces caricatures. Donc il n'y avait pas besoin de modifier le contexte, du coup, par le fait que ça atterrissait sur le blog de l'opposant politique. Alors il dit, il n'y avait pas de problème non plus de nudité, de représentation de la personne, puisque ce sont des animaux, par essence, ils sont nus, et que cela valait pour tous les autres personnages qui étaient caricaturés également en tant qu'animaux, et qui n'avaient donc aucun focus particulier sur cette personne qui représentait la majorité au sein de la ville. Aucune allusion sexuelle non plus entre la truite et l'âne. Voilà, c'était vraiment une interprétation qui avait été donnée, qui était fausse, et il fallait, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir décider de la liberté d'expression de cet opposant politique, analyser l'ensemble du contexte et le recadrer par rapport à toute une série de choses. Donc le fait que ça avait été publié par ailleurs, l'analyse des dessins, le fait qu'il n'y avait absolument pas d'allusion quant à une relation extra-conjugale dans ce cadre-là.
Tout ça pour vous montrer voilà, qu'il y a ces pistes de solutions. Alors elles sont pénibles parce qu'avant d'arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, il faut une dizaine d'années et qu'en attendant, on a subi soit de l'emprisonnement, soit les condamnations. Mais en attendant, il y a tout de même des pistes de solutions qui existent. À côté de ça, par exemple, en Belgique, il y a des régimes. On parlait des difficultés qu'il y avait par rapport à certaines lois. En Belgique, notre régime va distinguer et établir deux régimes procéduraux différents entre ce qui relève de l'écrit, de la presse écrite, et ce qui relève du dessin, des images, de l'audiovisuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on n'a pas vraiment le temps, mais en gros, tout ce qui est écrit, qui est rendu public, donc diffusé sur Internet, écrit sur un papier, va être qualifié de délit de presse, et au niveau pénal, ça va avoir pour conséquence que ça relèvera de la cour d'assises. En Belgique, depuis 1830, il y a eu 3 ou 4 cours d'assises qui ont été organisées, et donc dans les faits, à quoi cela correspond? Cela correspond à une impunité totale. Donc tous les délits de presse en Belgique, en tout cas sur le plan pénal, ne sont pas poursuivis. Par contre, par la distinction que fait la Cour de cassation entre l'écrit et l'image, eh bien, les dessins de presse sont considérés comme ne relevant pas de cette catégorie, et donc eux peuvent être traduits devant le tribunal correctionnel. Alors en Belgique, je n'ai pas vraiment d'exemple de dessin qui aurait abouti devant le tribunal correctionnel, mais c'est totalement une possibilité. Et donc on a deux régimes totalement différents qui pénalisent fortement tout ce qui relève du dessin, de l'image, de l'audiovisuel, comparé à l'écrit, avec du coup cette ambiguïté et cette incohérence folle que des discours de haine sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement va bénéficier de cette protection parce que ce sera généralement des écrits qui seront diffusés sur Internet, tandis qu'un dessin de presse, qui pourrait par exemple dénoncer le cyberharcèlement, pourrait se retrouver, lui, devant le tribunal correctionnel et donner lieu à une condamnation du dessinateur. Donc ça, c'est un régime qui ne tient manifestement plus. Il y a déjà eu de nombreux appels à ce que ce soit changé, mais manifestement, cela reste encore compliqué et il n'y a pas de majorité suffisante pour qu'il puisse y avoir de modifications. Une autre piste de solution par rapport à cette mise en ligne et à ces réseaux sociaux qui peuvent effectivement être un outil merveilleux pour véhiculer les dessins de presse, eh bien, effectivement, je rejoins Isel, pour l'instant, il n'y en a vraiment pas beaucoup, sinon même pas du tout. Pour moi, la seule solution, c'est de passer par une régulation de ces plateformes. Alors, sous quelle forme et sur quelles conditions? Ça, c'est effectivement à déterminer, mais il est totalement insoutenable aujourd'hui de considérer que des entreprises privées qui fonctionnent avec des impératifs économiques de revenus publicitaires gèrent elles-mêmes par des algorithmes qui ne prennent absolument pas en compte le contexte, justement, du dessin, qu'elles puissent décider de ce qui doit être censuré ou pas. C'est vraiment un affront complet à la démocratie. Merci Audrey pour cet éclairage juridique et donc d'avoir reprécisé le cadre de ce bouclier juridique en quelque sorte qui protège les journalistes, en tout cas à l'échelle des 46 États membres du Conseil de l'Europe. Et je crois que c'est important ici de rappeler que cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle bétonne le droit à la liberté d'expression aussi pour les opinions et les faits et les idées qui choquent, qui heurtent ou qui inquiètent une partie de la population. Donc il y a vraiment une protection de base. Mais souvent, voilà, il faut se battre au niveau national, il faut épuiser les voies de droit national, comme on dit, avant d'arriver à la Cour européenne qui dans certains cas, dans beaucoup de cas, donne raison aux dessinateurs de presse, aux journalistes. Je rappelle que sur la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, où on enregistre toutes les violations de la liberté de la presse dans le Conseil, dans les pays membres du Conseil de l'Europe, on a
à ce jour, depuis 2015, 1400 violations de l'article 10 répertoriées dans tous les pays. Hein. Donc il n'y a pas que dans les usual suspects, donc Turquie, Azerbaïdjan, Russie, il y a aussi des violations de la presse en Belgique, au Royaume-Uni, rappelons-le. Alors voilà, solution juridique, protection pas toujours parfaite, quelque part, le politique est interpellé. Et je sais qu'au niveau européen, Maria-Arena, vous travaillez sur des résolutions, des recommandations. Vous allez nous en dire plus. Mais donc, je sais qu'il y a en tout cas une prise de conscience de la nécessité d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui dans les textes qui protègent les journalistes assez imparfaitement jusqu'à présent. Merci beaucoup Ricardo, merci à Cartooning for Peace. On travaille ensemble au niveau de la commission droits de l'homme et aussi pour un peu vous expliquer comment la répartition des compétences au niveau européen se passe par rapport à la protection des journalistes de manière générale et des dessinatrices et dessinateurs de presse. Donc on a 2 commissions spécifiques qui travaillent sur la question des droits fondamentaux et des droits de l'homme. On a la commission Libé, qui est la commission justice, qui, elle, va travailler plus sur la question du European Media Act, par exemple, qui est une initiative qui vient de la Commission européenne et pour lesquelles il va falloir effectivement trouver des standards communs entre les différents États membres pour garantir une meilleure protection de la liberté d'expression et de tous les acteurs de cette liberté d'expression au niveau européen. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels nous serons amenés à travailler au niveau du Parlement européen, donc en commission Libé du Parlement. La deuxième commission qui travaille sur la question des droits de l'homme et de la protection des journalistes, mais cette fois dans les pays tiers, c'est-à-dire les pays avec lesquels l'Union européenne a une relation. On a parlé maintenant de la Turquie, on a parlé du Pakistan, on a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, on a parlé... Donc tous les pays avec lesquels l'Union européenne a une relation, eh bien on s'interroge sur la situation de la liberté d'expression, des droits de l'homme en général dans ces pays, de la liberté d'expression parce que, à mon avis, il n'y a pas de droit garanti s'il n'y a pas cette liberté d'expression, parce qu'on doit pouvoir dénoncer dans un pays un certain nombre de choses. Et Patrick, tu faisais référence au 5e pouvoir. Mais je pense qu'effectivement, la presse joue encore ce rôle aujourd'hui, devrait jouer ce rôle dans un certain nombre de pays. Et donc, dans ce cadre-là, dans la Commission aux droits de l'homme, nous sommes en train de travailler sur un rapport qui devra être publié début de l'année prochaine sur la question de la protection des journalistes dans les pays tiers et comment l'Union européenne peut-elle mieux prendre en considération cette question de la liberté d'expression. Et donc, l'enquête que vous avez réalisée vient à propos dans la mesure où les recommandations que vous formulez, les constats que vous avez réalisés sont bien entendu des choses qui devront alimenter le rapport qui sera pris dans le cadre de la Commission des droits de l'homme. Alors évidemment, la Commission des droits de l'homme n'a pas de pouvoir législatif en tant que tel parce que l'objectif est de répondre au traité européen qui est de dire l'Union européenne dans ses rapports avec le monde extérieur doit s'appuyer sur ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs de démocratie et de droits de l'homme, et donc elle doit promouvoir ces valeurs à l'extérieur, mais le traité dit en même temps dans les limites de son intérêt, ce qui rend les choses compliquées. Alors souvent mes détracteurs, mes opposants à l'intérieur du Parlement européen me rappellent toujours à cet équilibre entre valeurs et intérêts de l'Union européenne. Et je leur réponds, mais c'est de l'intérêt de l'Union européenne que de défendre ses valeurs. Et donc il ne faut pas opposer valeurs et intérêts. Ce sont les valeurs européennes qui définissent l'intérêt de l'Union européenne à l'extérieur. Et je prends souvent comme exemple les standards. L'Union européenne est une institution normative et que si on arrive à avoir, par exemple, un European Media Act digne de ce nom, c'est aussi une valeur normative que l'on peut porter en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les enceintes
multilatérale au niveau des Nations Unies, au niveau des différents contacts et accords que nous avons avec d'autres pays. Et donc, ça permet d'élever la valeur normative internationale quand nous avons de l'ambition pour nous-mêmes et que nous avons la possibilité de la porter ailleurs. Et ça permet aussi à l'Union européenne de garantir effectivement cette démocratie. Et si on ne fait pas ce combat, le combat inverse a lieu. C'est-à-dire que ceux qui ne définissent pas ces valeurs gagnent du terrain sur la scène internationale et nous imposent leurs valeurs normatives, c'est-à-dire des valeurs inférieures à ce que nous avons toujours défendu en matière de démocratie et de droits de l'homme. Et donc, il ne faut pas opposer intérêts et valeurs, que du contraire, il faut les faire fonctionner ensemble. Et c'est ce que nous tentons de faire dans la Commission droits de l'homme vis-à-vis des autres commissions, telles que la Commission du commerce international, qui dit mais nous devons avoir des relations commerciales avec un certain nombre de pays. J'expliquais cette semaine, à Strasbourg, la relation que nous devons avoir avec la Chine. La Chine est notre premier partenaire commercial, avant les États-Unis. Donc il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et donc ils sont en train de dire, oui, la Chine, c'est quand même notre premier partenaire commercial, avec presque 400 milliards d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. 20 milliards de plus qu'avec les États-Unis. Si dans notre relation avec la Chine, nous ne mettons pas dans cette relation la question des valeurs démocratiques, ils auront raison. Et donc nous n'arriverons pas à imposer, par exemple dans les modèles de surveillance, des clés qui sont des clés démocratiques, et nous serons gérés par des modèles de surveillance qui seront des clés sécuritaires. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument rappeler dans nos relations, et donc avec nos collègues qui sont dans la commission, par exemple, commerce international, qui sont prêts à faire un accord commercial ou un accord d'investissement avec la Chine sans mettre de garde-fous, parce que ce qui les intéresse en premier lieu, c'est la valeur commerciale et non pas la valeur des droits humains. Donc moi, mon exercice en tant que président de la Commission droits de l'homme, c'est souvent en fait celle qui n'est pas très, très bien vue quand il s'agit des intérêts purement économiques de l'Union, c'est-à-dire de venir mettre le cheveu dans la soupe, qui est de dire attention, là, on est en train d'affaiblir notre contexte démocratique au niveau de l'Union européenne. Pour revenir plus spécifiquement sur la question du dessin de presse, et j'ai bien aimé ce que Patrick disait par rapport au passage du monde écrit au monde numérique, c'est qu'il aurait dû y avoir un certain nombre de modifications dans nos modèles, à la fois au niveau de la presse, mais aussi dans nos modèles sur un plan de l'éducation aux médias, que l'on n'a pas réalisé jusqu'à présent. Malheureusement, si vous allez aujourd'hui dans les écoles, il n'y a pas vraiment, depuis le plus jeune âge, la question de l'éducation aux médias. Je sais que Cartooning for Peace le fait, et vous faites énormément de travail dans les écoles. Malheureusement, ça reste une minorité. Et que cet accompagnement au numérique, par rapport à ce qu'elle génère comme capacité de prise en considération, d'esprit critique de l'espace numérique, n'est pas aujourd'hui intégré dans les programmes scolaires. Et c'est quelque chose qui devra se faire parce qu'il y a un vrai changement d'analyse de l'information qui nous est donnée. De par sa rapidité, tu en as fait état, mais aussi de par sa globalité, nous sommes soumis à de l'information qui n'est plus contextualisée dans notre espace culturel, mais une information qui est décontextualisée et qu'il est important d'analyser différemment que ce que nous avons eu l'habitude, nous, génération, effectivement, tu l'as dit, qui peut sembler des dinosaures, je dirais, par rapport à... Moi, quand j'explique à mes enfants qu'à 15 ans, j'avais pas le téléphone à la maison, ils me disent « mais tu es vraiment vieille ». Donc, il y a eu une évolution extrêmement rapide qui n'a pas été correctement prise en compte. Mais elle doit aussi être prise en compte par les dessinateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un contexte qui les responsabilise aussi davantage par rapport à la diffusion de leurs dessins. Si hier, ils étaient
très au courant de l'espace juridique et l'espace culturel auquel ils étaient confrontés. Aujourd'hui, un dessinateur de presse n'est pas forcément suffisamment armé à ce contexte juridique et ce contexte culturel. Ça ne veut pas dire qu'il doit se censurer, il doit juste savoir que le dessin qu'il réalise va être soumis à des contextes différents. Et si effectivement je suis une adepte de la laïcité, c'est-à-dire un État démocratique basé sur la séparation des pouvoirs, tous les États ne sont pas organisés de cette manière-là. Et on a beaucoup parlé de la relation du sacré, du religieux et du dessin dans cet espace-là. On se rend compte que autant vous êtes, entre guillemets, par la loi protégé dans des espaces laïques, autant vous êtes par la loi réprimé dans des espaces non laïques. J'étais au Pakistan il y a peu de temps, et toutes les lois aujourd'hui au Pakistan sont des lois qui répriment cette expression, qui sont, par exemple, les lois sur la loi du blasphème. Elle existe, elle est là, et donc, au Pakistan, un dessin qui attaquerait le prophète est répréhensible. Oui, non, mais c'est pour ça que il est répréhensible. Et donc, il y a des lois qui, dans l'espace numérique global, est difficile à appréhender parce que vous devriez avoir un arsenal d'analystes juridiques qui doit pouvoir vous dire si votre dessin se retrouve dans cet espace-là, quel est, je dirais, le crime dont vous seriez passible dans cet espace. Dans certains pays, c'est carrément la peine de mort. Et donc, il y a vraiment une information beaucoup plus importante qui doit circuler sur ce qu'encourt un dessinateur de presse quand son dessin est sorti de l'espace dans lequel il a été créé. On l'a dit tout à l'heure, aussi une question de la régulation des plateformes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Audrey a dit. Il doit y avoir une régulation faite par le politique au niveau des plateformes. Ce n'est pas une plateforme qui est gérée par des intérêts économiques qui peut décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, de ce qui peut être ou de ce qui ne peut pas être. Moi, je suis interloqué par ce que le propriétaire de Twitter, Elon Musk, je suis fatiguée, ou alors j'ai essayé de ne pas l'avoir dans ma tête, j'ai dû faire une forme de dissonance cognitive, et donc je suis vraiment interloquée par ce que ce personnage ou par ce que nous laissons exprimer aussi sans régulation dans des plateformes aussi puissantes que celle-là. Et donc il est important que le politique, sur la question de la régulation des plateformes, prenne aussi sa part. L'Union européenne a été une des avant-gardistes sur la question des données, par exemple. Je pense qu'on doit, sur la protection des données, on doit, en tant qu'Union européenne, être un des acteurs principaux aussi là-dessus. Alors, en termes de constat, on voit des attitudes différentes, et je l'ai dit, dans les pays démocratiques et dans les pays autoritaires. Je ne reviendrai pas sur les pays autoritaires, je l'ai dit, répression par la loi, mais aussi répression par la menace physique des journalistes et des dessinateurs de presse. Dans les pays démocratiques, ça se passe aussi, malheureusement. Si on regarde la question du Mexique, si on regarde la question du Brésil, j'espère que la situation va changer avec les nouvelles élections, mais enfin, je veux dire, c'est pas sûr. Hein, tout le monde me dit avec Lula tout va changer, je l'espère, mais c'est pas garanti. Et donc, il y a dans les pays démocratiques un certain nombre de choses qui doivent être faites. La question économique est importante, donc le modèle économique des médias est important. Je ne sais pas si, dans un média géré à 100% par M. Bolloré, vous aurez la possibilité de dessiner une caricature tout à fait libre de M. Bolloré dans son média, dans son propre média. On a vu ce qui s'est passé avec Hanouna récemment.
je pense que ça pose vraiment question sur l'autocensure à l'intérieur des lignes éditoriales de médias qui sont gérées par le monde économique. Idem sur la question des lignes éditoriales, idem sur la question, dans les pays démocratiques, sur la question juridique et de la base de la diffamation, mais aussi sur les mécanismes aujourd'hui qui sont utilisés par les personnes qui veulent faire taire la presse, qui sont l'utilisation elle-même de la justice. C'est-à-dire de faire des procès qui provoquent l'autocensure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un journal qui va être attaqué systématiquement par la justice et donc qui va devoir utiliser des ressources dans le procès, ne pourra plus utiliser ces ressources dans la liberté d'expression. Et donc il y a là aussi une tendance dans les pays démocratiques à utiliser la justice comme étant un moyen de faire taire la presse elle-même. Et donc tout ça, je pense, devra se retrouver à la fois dans notre rapport, parce qu'il ne s'adresse pas uniquement aux pays autoritaires, il s'adresse aussi aux pays dits démocratiques dans lesquels cette tendance a lieu, mais aussi dans l'outil législatif qui sera utilisé au niveau du Media Act, European Media Act, qui justement devra garantir que cela ne puisse pas se faire dans les États européens. Merci. Merci Maria-Arena. Difficile de synthétiser tout ce qu'on a abordé, mais j'aimerais, avant de passer la parole au public pour des questions, faire réagir CAC et Audrey. Alors, j'essaye de synthétiser quand même. On a parlé de la protection juridique existante, de celle à venir avec l'European Media Freedom Act, qui devrait apporter des progrès en termes de protection des sources journalistiques, d'indépendance des rédactions, de lutte contre la concentration des médias, hein. Tu l'as évoqué, le pluralisme des médias, c'est aussi défendre la liberté de la presse, la transparence de la propriété des médias, l'éducation aux médias, la séparation des églises et de l'État, la régulation des plateformes et les procédures judiciaires abusives, hein, les SLAP, hein, comme on les appelle, c'est ce nouveau phénomène qui effectivement frappe de plus en plus les journalistes, les rédactions. Les visas pour les défenses, pour les Protect Defenders, donc c'est vraiment voilà, des visas qui peuvent être octroyés. Accorder des visas d'urgence pour les défenseurs des droits de l'homme, d'une manière générale, mais aussi évidemment aux journalistes et dessinateurs de presse. Donc par rapport à toutes ces pistes de solutions, CAC et Isel, en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a dépassé déjà le temps qui nous était alloué, mais enfin on va un peu déborder parce que le sujet est passionnant. Est-ce que ça vous donne du courage, de l'espoir, ou est-ce que vous restez dubitatif ? De l'espoir toujours, parce que je pense qu'on n'est pas dessinateur de presse si on n'a pas un petit peu d'espoir. Même au fond du trou, quand on fait des dessins très très noirs, en réalité, c'est un cri du cœur, c'est de l'espoir que ça aille un peu mieux. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On discute d'ailleurs déjà beaucoup avec nos représentants politiques, avec des institutions diverses et variées. En deux phrases, il y a tout ce qui peut être fait, à mon avis, au niveau des dessinateurs eux-mêmes et des journaux, qui est absolument fondamental. Donc, les aider à se former, au moins qu'ils connaissent bien les contraintes juridiques, déjà de leur espace national. En France, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, dire n'importe quoi. Donc déjà, être bien formé par rapport à ça, bien former les dessinateurs et les journaux à ce nouveau monde numérique en termes de polémique. Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez dans ce que les Américains appellent le shitstorm? Ça vous tombe dessus, il y a des trolls, il y a des machins. Il y a déjà des méthodes qui ont été mises en place par les spécialistes sur comment on se comporte en situation de crise sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait former non seulement les dessinateurs, mais les journaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de panique qu'on a pu voir au Monde sur l'affaire Gore, ce qu'on a vu au New York Times en 2019 avec l'affaire Antonio Chapat-Eng, enfin surtout l'affaire Antonio en l'occurrence, que les journaux prennent un peu de distance et de perspective. Ok, il y a 2000 personnes qui s'énervent sur Twitter. Par rapport à mes 400 000 lecteurs, peut-être que... Voilà. Il faut peut-être de temps en temps, hein, et puis laisser un peu de temps, pas en 24 heures prendre la décision. Bref, je pense qu'il y a des méthodes qui peuvent les aider, et du soutien, ensuite du soutien parfois financier direct ou des conseils juridiques aux dessinateurs. Comme des programmes ont déjà été lancés, cette conférence par exemple est soutenue par on l'a fait notamment dans le cadre du Global Media Defense Fund de l'UNESCO, typiquement, qui sont des initiatives pour soutenir les journalistes, parmi lesquels les dessinateurs de presse. Et deuxièmement, c'est ma deuxième phrase, je triche un peu, mais ça va être court, tout ce qui peut être fait, alors là ça nous dépasse, nous les dessinateurs de presse complètement, et Cartooning for Peace, tout ce qui peut être fait au niveau des institutions pour, évidemment réguler le monde numérique,
faut arrêter de fantasmer sur cet espace de liberté totale. La liberté totale, prenez la métaphore que vous voulez, c'est la loi de la jungle ou le Far West. En gros, c'est la loi du plus fort, la liberté totale. Donc, il n'y a de liberté que régulée par la collectivité. C'est-à-dire nos politiques, en notre nom, vont réguler, mettre quelqu'un, comme on a fait dans tous les autres domaines. Évidemment, Internet n'échappera pas, ça prendra du temps. Pour l'instant, la liberté est déjà régulée par les propriétaires des plateformes. Et enfin, le dernier point, et j'ai fini. Ah oui, le dernier point absolument fondamental, sans doute le plus important, c'est l'éducation des jeunes publics aux médias et à l'information. Donc je ne m'étends pas, vous en avez déjà entendu parler, mais qui est absolument fondamental, parce qu'un monde dans lequel on n'est plus capable de distinguer un fait d'un fait alternatif, pour reprendre le vocabulaire de M. Trump, un monde dans lequel on ne sait plus faire la distinction est un monde où on ne peut plus bâtir de démocratie. Merci Kak. Isel, ces solutions qu'on a, ces pistes de solutions qu'on a évoquées, est-ce qu'elles vous parlent en Turquie ? Moi, je serai très bref. En tout cas, chez nous, en Turc, il y a une expression qui dit « l'eau trouve toujours sa voie ». Je pense que avec la mission surtout Cartooning for Peace, avec son programme pédagogique et le programme qu'il est dans les prisons et tout ça, pour l'avenir, dans le futur, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Comme je dis, je serai très bref. J'ai toujours l'espoir. Nous, chez nous, nous avons une loi qui vient de sortir, loi de désinformation. Donc, tout qui est information et contre le pouvoir devient désinformation. C'est déjà une solution. Voilà. Merci Isel, merci pour ce bel optimisme. Je ne voudrais pas clôturer ce débat sans donner la parole évidemment à la salle, aux questions, donc n'hésitez pas, que ce soit des questions adressées à Audrey, à Marie ou à nos dessinateurs, donc n'hésitez pas. On a un micro, je pense, qui peut circuler, hein, oui, voilà. C'est toujours la première question la plus difficile à poser, mais après ça vient tout seul. Ou peut-être un commentaire de Sylvain aussi, qui est quand même notre hôte pour ce débat. Le temps que des questions se formulent. C'est plus intéressant d'avoir des questions d'autres parce que... Voilà, Sylvain qui est donc responsable de Cartooning. Ah, il y a une question, parfait. Allez, je pense que voilà, c'est mieux on va passer le micro au public. Voilà. Présentez-vous en un mot, hein, simplement dites qui. Guillaume Bosmans, étudiant à l'IEX. Parfait. Merci pour vos interventions. Je me demandais, parce qu'on a fait fort le rapprochement entre les dessins de presse et la presse écrite, mais quelle est la singularité même, en fait, du dessin de presse ? Quelle est sa singularité propre ? La singularité du dessin de presse par rapport à d'autres formes de dessin ? Ou par rapport à la simple presse écrite ? Quelle est sa... Oui. Je vais plutôt prendre sous l'angle de par rapport au reste de la presse. Le dessin de presse, en fait, c'est assez difficile à mettre dans une catégorie précise, parce qu'en fait, il a formé tout seul sa propre catégorie. Il mélange 3 compétences, qui c'est de l'humour, donc une compétence, on va dire, de comique, de clown, faire rire, faire sourire. Tous les dessins ne cherchent pas à faire rire, mais beaucoup d'entre eux. Des compétences artistiques, c'est un dessin, donc il y a une compétence graphique, être capable, ne serait-ce que de faire une caricature de quelqu'un, représenter quelqu'un de manière ressemblante, on peut le reconnaître tout de suite. Compétences artistiques et des compétences journalistiques. On va dire, mais en quoi le dessin de presse est-il du journalisme ? Il y a quand même une responsabilité chez le dessinateur de presse lorsqu'il rend compte d'un fait d'actualité, parce qu'on parle beaucoup en fait du dessin de presse de type actualité, évidemment. Il y a évidemment une responsabilité de s'en tenir aux faits. C'est-à-dire, il ne faut pas que le dessin de presse lui-même, qui est un phénomène plutôt nouveau, s'appuie sur une fake news, des faits donc totalement contestables, qui ne sont jamais produits. Il ne faudrait pas qu'il s'appuie là-dessus pour les valider. Donc ça s'est produit un petit peu de temps en temps, des dessinateurs se jettent sur une information qui vient de sortir, c'est très rare mais ça arrive, ne la vérifient pas, on comprendra une semaine après que c'était complètement bidon, et à partir de là font des gags, mais qui accréditent cette information. Donc ça je dirais qu'il y a la dimension, le dessinateur de presse, même s'il fait de la caricature, qu'il exagère, qu'il déforme, rend compte quand même de l'information et de l'actualité. Et cette singularité, et je m'arrête là, cette singularité, j'ai envie de retenir, bon, on vient de parler de la dimension journalistique, mais la dimension humoristique n'est absolument pas à négliger parce que la raison pour laquelle, la plupart du temps, lorsqu'un pouvoir commence à s'en prendre aux médias, il va commencer par les dessinateurs et les dessinatrices de presse. Vous avez eu plein de cas qui ont défilé ce matin. Très souvent, le pouvoir politique est impliqué dans ces formes de répression. Ce n'est pas uniquement les citoyens ou les groupes religieux. Très souvent, le pouvoir politique est impliqué. Pourquoi ? Parce que fait le dessinateur de presse ? Il parle
de l'action du gouvernement, il va s'en moquer, il va la critiquer. Donc déjà, on critique l'action d'un gouvernement. Et 2, il le fait avec humour. Et qu'est-ce que c'est l'humour? L'humour, c'est l'antidote contre la peur. Quand vous avez quelque chose qui vous impressionne, qui vous fait peur, vous ne voulez pas, si vous êtes capable d'en rire, pendant quelques secondes, vous aurez moins peur. Ça ridiculise la personne, ça la fait un peu descendre de son piédestal. Et donc évidemment, pour quelqu'un qui cherche à imposer l'ordre par la peur et la force, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui parle de l'actualité, critique votre action et en plus vous ridiculise. Et donc très souvent, les dessinateurs sont les premières cibles, et c'est ça leur singularité. C'est pas juste du journalisme, c'est du journaliste humoristique quelque part qui va aller combattre les autorités, qui est très rebelle. Merci Cac. Une précision de Marie. Oui. Ouais, le dessinateur de presse n'est pas toujours du bon côté. Hein. Enfin, il est aussi utilisé par le pouvoir pour dénigrer les oppositions. Donc je pense qu'il faut... on n'a pas une approche angélique non plus. C'est-à-dire que le pouvoir comprend aussi très très vite le pouvoir d'un dessinateur de presse. Et donc il peut l'utiliser contre les oppositions elles-mêmes. Isel a d'ailleurs évoqué donc, le lancement de cette campagne contre son festival de l'humour à Izmir, qui a été mené par des journaux, par des médias. Voilà. D'autres questions dans le public? Voilà, là-haut, je ne sais pas si on peut amener le micro, parfait. Présentez-vous en un mot et dites à qui vous adressez votre question, comme ça c'est plus facile pour le modérateur. Alors, je ne sais pas à qui je vais l'adresser. Vous ne savez pas, alors je vais décider. Okay, très bien. Donc, je suis Adrien Trocmé, je travaille pour RNW Media, qui est une ONG média aux Pays-Bas. Parfait. Et donc j'ai deux petites questions en fait. Okay. Donc d'abord, on voit l'essor des memes qui sont une forme de création qui commentent aussi beaucoup l'actualité politique, l'actualité en général. Quel est le rapport des dessinateurs avec les créateurs de memes? Est-ce qu'on voit, je vois beaucoup de journalistes utiliser les memes, mais pas forcément encore des médias. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire et devrait-on aussi les aider à se professionnaliser et à se protéger, les créateurs de memes? Et ensuite, par rapport à ces différents espaces culturels et juridiques, si un dessinateur doit les prendre tous en compte, il ne va jamais dessiner. Donc comment on fait? Parce que est-ce qu'on va d'abord s'adresser à notre public plus direct, au risque de... Donc voilà. Merci. Audrey, oui, ou Cac sur les mêmes, pour prononcer à la française. La partie artistique, voilà, exactement. Et Audrey sur la partie juridique. Donc c'est évident que j'ai dit tout à l'heure, il y a des côtés ultra positifs à ce monde numérique. Un de ces côtés, c'est la démocratisation de la capacité d'expression. Donc des tas de personnes qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont pas été repérées par un média, peuvent quand même s'exprimer, publier, etc. Ça concerne les dessinateurs, dessinatrices de presse, mais aussi toutes les formes de création à vocation de commentaires de l'actualité, souvent avec de l'humour. Donc les memes, les montages photos. Et je pense que notre profession, à mon avis, c'est un avis personnel, notre profession doit rester ouverte, ne va pas avoir une définition qui soit trop puriste, stricto sensu de dessinateur de presse. Pardon, moi je ne travaille qu'en numérique déjà, j'ai plus de papier, j'ai plus de crayon, je travaille sur tablette. Je pense qu'on ne doit pas avoir une définition et qu'on voit certains de nos membres dont les dessins sont partiellement des montages photos. Il y a un peu de dessin, mais il y a un peu de photos, de recoupe, de Photoshop. Je pense qu'il faut qu'on reste ouvert sur la partie créative et graphique et d'intégrer tout ce qui relève de la même démarche, c'est-à-dire d'utiliser l'information et l'humour pour aller critiquer, commenter, donner un point de vue individuel sur une actualité ou sur un pouvoir politique. Je pense que tout ça reste du dessin de presse ou du graphisme de presse, il me semble. Après, sur les questions plus de l'espace juridique, je n'ai pas les compétences. Je passe à ma voisine. Oui, mais on entre dans une autre catégorie, c'est tout ce qui est relatif ici au droit d'auteur, souvent avec les memes. Les principales raisons de censure, et de nouveau par les plateformes, sont des infractions au droit d'auteur, souvent, parce qu'il y aura des extraits qui vont être utilisés et qui sont protégés par le droit d'auteur et qui, par exemple, sur YouTube, vont immédiatement, du coup, être censurés. Il y a un autre problème qui est la réutilisation qu'on peut faire dans un autre contexte, de nouveau, où là, alors, le créateur du meme va, lui, bénéficier de droits d'auteur, puisque même si c'est basé sur d'autres œuvres, il va quand même créer quelque chose d'original qui va lui aussi pouvoir être protégé, même si c'est 1 seconde, 2 secondes, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et il va pouvoir mettre en avant alors son droit moral
d'auteurs pour revendiquer, soit que ce soit supprimé, soit une quelconque revendication par rapport à l'usage qui est fait. Paradoxalement, on parlait tout à l'heure de ces entreprises privées qui décident elles-mêmes de la censure sur base de leurs préoccupations économiques. Quand vous faites un signalement sur base du droit d'auteur, vous avez beaucoup plus de chances qu'il soit respecté plutôt que le cyberharcèlement. Donc parfois aussi, pour les dessinateurs, ça peut être une piste de recours et de solution, c'est de passer plutôt par le droit d'auteur plutôt que par un usage haineux, violent, pour parvenir à ce qui est en tout cas une prise en charge de l'utilisation qui est faite. Merci Audrey. Sylvain? Oui, peut-être encore un mot de CAC, oui. C'est évident que quand on fait un dessin, on ne se dit pas, est-ce que mon dessin va enfreindre une loi quelconque quelque part dans l'un des, je sais pas combien, 280 pays de la planète. Non, sinon on arrête de dessiner tout de suite. De même que les sensibilités, je me sens offensé, c'est pas possible. Donc je disais juste moi tout à l'heure, le dessinateur doit être bien conscient des limites juridiques dans le pays où il exerce, de manière à ne pas enfreindre les lois du pays où il vit, parce que là il pourrait être traduit en justice. Mais si j'ai enfreint une loi du Pakistan ou de la Malaisie, en tant que dessinateur français, ça ne me pose aucun problème. Merci pour la précision, et je pense que c'est ce que Sylvain voulait préciser, mais je donne la parole à Sylvain en déclarant en même temps la fin de nos débats, parce qu'on a dépassé déjà d'un quart d'heure donc le temps qui nous était alloué. Donc Sylvain, je te donne la parole et on remerciera après nos intervenants et le public pour son attention. Merci. Merci, et ça peut servir un peu de conclusion aussi d'une certaine manière, mais par rapport à ça, le positionnement des dessinateurs, nous c'est un réseau de 280 dessinateurs, et au sein même de notre réseau, ils ont tous des positionnements très différents par rapport à ça. Et en général, il y a toujours, comme on dit, la relation entre l'émetteur du dessin, le créateur, son intention, et le récepteur du dessin. Et en général, on a des dessinateurs qui diront non, c'est pas à moi de m'adapter à mon lecteur, j'ai mon style, j'ai mon idée, c'est mon idée, à vous d'essayer de la comprendre. Si vous la comprenez pas, entre guillemets, c'est pas mon problème. Et d'autres dessinateurs qui, eux, considèrent en effet d'entrée de jeu qu'ils ont une forme de responsabilité et qu'ils doivent un peu faire attention à s'adapter à leur public. Et plus particulièrement, quand on est dessinateur pour des journaux plus généralistes, si je puis dire, des dessins, par exemple un journal satirique ne va pas avoir la même approche, et un dessinateur d'un journal satirique va y aller peut-être beaucoup plus franchement, parce que c'est le principe même de son magazine, qu'un dessinateur qui travaille pour Le Monde, qui travaille pour l'Opinion, des choses comme ça, c'est qu'il touche quand même malgré tout un public un peu plus large, même si ça reste le public du journal, ça reste un public plus large. Et ça, clairement, on a vu tout, et même parfois au sein de notre réseau, ils ne sont pas d'accord et ils débattent assez hautement sur cette question-là. Ouais. Merci Sylvain. Une toute dernière intervention d'Audrey. Très très court, et désolée, j'ai oublié effectivement la deuxième partie de votre question. Il y a aussi là une solution qui existe et qui est créée par le droit international qui établit que en fait, les juridictions qui vont être compétentes pour statuer par exemple sur un litige sont celles qui sont liées à ce qu'on appelle un critère de destination. Et donc, si le dessin est destiné effectivement à un public francophone qui porte sur la politique belge ou française, eh bien ce seront les juridictions françaises ou belges qui seront naturellement appelées à trancher de ce litige. Donc ça c'est déjà plus ou moins organisé, mais il y a effectivement des cas de forum shopping où on va essayer de choisir le pays où la loi la plus favorable sera appliquée, mais il y a des moyens juridiques en tout cas de contourner ça. Et donc aucune raison de se censurer. Voilà, c'est une belle conclusion. Aucune raison de se censurer. Merci à vous pour votre attention. Merci à nos intervenants. Merci à CAC, merci à Isel, merci à Audrey Adam et merci à Marie Arena. Je propose qu'on les applaudisse bien fort. Merci. Et je signale que pour ceux que le European Media Freedom Act intéresse, qu'un débat à 11h30 est organisé sur cette question avec des représentants de la Commission européenne, mais aussi la présidente de la Fédération européenne des journalistes. Voilà. Bonne continuation pour ces assises à tous. Merci à toutes et à tous.